Il existe une tour circulaire dans la ville suisse de Bâle. Elle compte 18 étages, ne porte aucune enseigne sur sa porte et n'arbore aucun drapeau sur son toit. Tous les 2 mois, les dirigeants de 63 banques centrales s'envolent vers ce bâtiment pour une réunion privée. Ce sont ces personnes qui contrôlent la masse monétaire de presque toutes les nations de la Terre. Aucune caméra n'est autorisée à l'intérieur, aucun compte rendu n'est publié, aucun journaliste n'y assiste. Et voici la partie qui devrait vous inquiéter. Ce bâtiment et tous ceux qui s'y trouvent bénéficient d'une immunité juridique totale vis-à-vis de n'importe quel gouvernement de la planète. La police suisse ne peut pas y entrer. Les tribunaux suisses n'ont aucune autorité. Cette organisation fonctionne en dehors des lois de chaque pays, y compris celui où elle est installée. L'organisation qui siège dans cette tour se nomme la Banque des règlements internationaux. La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Pourtant, les décisions prises derrière ces portes closes influencent directement le taux d'intérêt de votre prêt immobilier. Elles pèsent sur le prix de la nourriture dans votre supermarché. Elles déterminent si votre pays sombre dans la récession ou parvient à l'éviter. La Banque des règlements internationaux n'est pas la seule institution dotée de ce pouvoir invisible. Il en existe 2 autres. Ensemble, ces 3 organisations forment un système, une architecture de contrôle financier mondial à 3 niveaux. Ce dispositif a été conçu il y a près d'1 siècle et il est toujours opérationnel aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'une théorie du complot, mais de faits historiques documentés. Une fois que vous aurez compris comment les pièces de cet engrenage s'assemblent, vous ne regarderez plus jamais l'économie mondiale de la même manière. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter au lendemain de la Première Guerre mondiale. L'Allemagne a perdu la guerre. Le traité de Versailles, en 1919, a exigé qu'elle paie des réparations de guerre écrasantes, 132 milliards de marks or. Cela représente environ 400 milliards de dollars d'aujourd'hui. Le problème était simple, l'Allemagne ne pouvait pas payer, son économie était brisée et sa monnaie s'effondrait. Ces paiements provoquaient une véritable réaction en chaîne à travers l'Europe. La France comptait sur l'argent allemand pour rembourser ses dettes à la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, elle, en avait besoin pour rembourser les États-Unis. Si l'Allemagne cessait de payer, l'ensemble du système s'écroulerait. C'est ainsi qu'en 1930, un groupe de banquiers centraux a élaboré une solution. Ils ont créé la Banque des règlements internationaux, dont le siège fut établi à Bâle, en Suisse, sur un territoire neutre. Son objectif initial était limpide, il s'agissait de gérer les flux des paiements des réparations allemandes, mais les hommes qui l'ont conçu nourrissaient une vision bien plus vaste. Ils souhaitaient un lieu où les banquiers centraux pourraient se réunir en toute discrétion. Ils voulaient coordonner leur politique et surtout, point crucial, opérer hors de portée des gouvernements élus. Sa charte fondatrice a accordé à la Banque des règlements internationaux l'immunité contre toute taxation, saisie ou poursuite judiciaire, quel que soit le pays. L'homme qui a façonné cette institution plus que quiconque était Montagu Norman, le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Norman était un personnage excentrique, il voyageait sous un nom d'emprunt, portait un chapeau à large bord et une cape noire et vouait une méfiance passionnée à la démocratie. Il estimait que la politique monétaire était bien trop importante pour être laissée aux mains des politiciens. Son souhait était que les banquiers centraux, des technocrates non élus et n'ayant de comptes à rendre à personne, dirigent le système financier mondial depuis les coulisses. Son allié le plus proche était Hjalmar Schacht, le directeur de la Banque centrale d'Allemagne, qui deviendra plus tard le ministre des Finances d'Adolf Hitler. Ensemble, Norman et Schacht ont fait de la Banque des règlements internationaux quelque chose de bien plus puissant qu'un simple bureau de traitement des paiements. Elle est devenue le club privé des banquiers les plus influents du monde, un lieu où des accords aient été conclus lors de dîners sans qu'aucun parlement ne puisse jamais les examiner. Et pendant un certain temps, c'est précisément ainsi que l'argent de la planète a été géré. Mais vint alors la Seconde Guerre mondiale et c'est ici que le récit prend une tournure sombre. Lorsque l'Allemagne a envahi la majeure partie de l'Europe, la Banque des règlements internationaux n'a pas fermé ses portes. Elle a continué de fonctionner. Ces réunions de conseil d'administration se sont poursuivies avec des représentants des 2 camps assis à la même table. Le président de la Banque des règlements internationaux pendant une grande partie du conflit était un Américain nommé Thomas McKittrick. Sous sa direction, l'institution a facilité des transactions d'or pour l'Allemagne nazie. Un or qui, dans de nombreux cas, avait été pillé dans les banques centrales des nations occupées. Certains historiens affirment même qu'une partie de cet or provenait des victimes de la Shoah. La Banque des règlements internationaux a tout traité sans poser la moindre question.
Lors de la conférence de Bretton Woods en 1944, la délégation norvégienne a proposé de dissoudre totalement la Banque des règlements internationaux. La motion fut d'ailleurs adoptée, pourtant elle ne fut jamais appliquée. La banque a survécu et la raison de cette survie révèle le deuxième niveau de ce système. Bretton Woods a vu naître deux nouvelles institutions, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. La conférence était dominée par deux hommes, John Maynard Keynes pour la Grande-Bretagne et Harry Dexter White pour les États-Unis. Keynes proposait un système équilibré au sein duquel aucun pays n'aurait de pouvoir démesuré. White, lui, avait une toute autre idée. Il souhaitait un système qui placerait le dollar américain au centre du commerce mondial. Et c'est White qui a gagné. Le dollar est alors devenu la monnaie de réserve mondiale garantie par l'or. Toutes les autres devises étaient désormais liées au dollar. Enfin, les deux nouvelles institutions furent conçues précisément pour maintenir cet arrangement. Sur le papier, le Fonds monétaire international était conçu pour stabiliser les monnaies. Il devait empêcher le chaos qui avait mené aux deux guerres mondiales. La Banque mondiale, quant à elle, était censée financer la reconstruction et le développement. En réalité, ces deux institutions ont accordé un pouvoir colossal aux États-Unis. Washington détenait la plus grande part de voix au sein des deux organisations. C'est également là que furent installés leurs sièges sociaux. Une règle tacite fut établie et elle persiste encore aujourd'hui. Le président de la Banque mondiale est toujours un Américain. Le directeur général du Fonds monétaire international est, lui, systématiquement un Européen. Aucun vote, aucun processus transparent. Juste une simple poignée de main entre Washington et les grandes capitales européennes. Le Fonds monétaire international est rapidement devenu quelque chose de très différent de ce qu'avaient imaginé ses créateurs. Lorsqu'un pays traversait des turbulences financières, des crises monétaires, spirale de la dette ou faillite bancaire, le fonds intervenait avec des prêts d'urgence. Mais ces crédits étaient assortis de conditions strictes. On les appelait les programmes d'ajustement structurel. Pour obtenir ces fonds, la nation en difficulté devait privatiser ses entreprises publiques. Elle devait sabrer les dépenses de l'État. Elle devait aussi ouvrir ses marchés aux investissements étrangers et supprimer les protections de ses commerces locaux. Dans un pays après l'autre, de l'Argentine à l'Indonésie, du Ghana à la Grèce, ce schéma s'est inlassablement répété. Une crise éclatait, le fonds arrivait et les modalités du sauvetage remodelaient l'économie nationale au profit des capitaux étrangers. Prenons l'exemple de l'Indonésie en 1997. La crise financière asiatique a littéralement balayé sa monnaie, la roupie. Le Fonds monétaire international a alors proposé un plan de sauvetage de 17 milliards de dollars. En échange, l'Indonésie a dû supprimer les subventions alimentaires. Elle a dû fermer 16 banques. Enfin, elle a dû ouvrir totalement son économie aux capitaux étrangers. Des émeutes sanglantes ont éclaté. Plus de 1000 personnes ont perdu la vie. Le président qui régnait depuis 32 ans a même été contraint de démissionner. Le fonds a ainsi obtenu ce qu'il cherchait, une économie restructurée et grande ouverte aux investissements occidentaux. La Banque mondiale fonctionnait, elle, sur un axe parallèle. Elle proposait des prêts de développement à long terme, des fonds pour ériger des barrages, des autoroutes ou des centrales électriques. Pourtant, les contrats pour ces projets étaient quasi systématiquement confiés à des sociétés de pays riches. Un barrage en Afrique, par exemple, était financé par la Banque mondiale, mais il était conçu par un cabinet d'ingénierie américain. Il était ensuite construit avec des équipements de fabricants européens. L'argent partait de Washington pour revenir directement à Washington. Pendant ce temps, le pays emprunteur se retrouvait avec la dette et souvent avec un ouvrage qui ne tenait jamais ses promesses de développement. Dans les années 70, un modèle s'était dessiné, mais avant que le piège de la dette ne se referme tout à fait, un événement s'est produit en 1971. Le président Richard Nixon a annoncé que les États-Unis ne convertiraient plus les dollars en or. Le système de Bretton Woods, où le dollar était ancré à une réalité physique, était mort du jour au lendemain. Désormais, le dollar n'était plus garanti que par la promesse du gouvernement américain. Pourtant, il est resté la monnaie de réserve mondiale. Chaque pays avait toujours besoin de dollars pour échanger du pétrole ou acheter des marchandises sur le marché mondial. Il en fallait également pour rembourser les dettes envers les institutions internationales. Cela a conféré aux États-Unis un privilège unique au monde, celui d'imprimer la monnaie dont chaque nation dépendait. Enfin, les trois piliers du système, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, fonctionnaient tous en dollars. Le piège était désormais total. Les pays pauvres se sont retrouvés enfermés dans des cycles d'emprunt et de remboursement. Ils devaient plus au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale qu'ils ne pourraient jamais rembourser.
De plus, les conditions liées à chaque nouveau prêt donnaient aux institutions extérieures toujours plus de contrôle. Certains économistes y ont qualifié cela de néocolonialisme avec un chéquier au lieu d'un fusil. D'autres y voyaient simplement le fonctionnement naturel d'un système bien conçu. Tandis que le fonds et la banque, eux, opéraient sous les yeux du public, suscitant critiques et manifestations. La Banque des règlements internationaux continuait de travailler dans l'ombre. Durant les années 70, 80 et 90, Bâle est devenu le lieu où s'écrivaient les véritables lois de la finance mondiale. Les accords de Bâle, ces textes régissant la réglementation bancaire, n'ont pas été négociés par des gouvernements. Ils l'ont été par des banquiers centraux en secret dans leur tour. Ces accords fixaient le capital que les banques devaient détenir et les risques qu'elles pouvaient prendre. Ils ont ainsi dicté la conduite de chaque grande institution financière sur Terre. Aucun parlement n'a voté ces règles, aucun débat public n'a eu lieu. Les banquiers centraux ont décidé et les banques du monde entier ont suivi. Observez comment ce système à 3 niveaux fonctionne concrètement dans la pratique. Au sommet se trouve la Banque des règlements internationaux, la banque centrale des banques centrales. Elle coordonne à huis clos les politiques monétaires des autorités financières les plus puissantes du globe. Un échelon plus bas, le Fonds monétaire international joue le rôle de bras armé. Lorsqu'une économie s'effondre, le fonds intervient avec des capitaux et des conditions qui remodèlent les politiques de la nation. Au 3e niveau, la Banque mondiale fournit les financements à long terme. Ces fonds enferment les pays en développement dans un véritable engrenage de dettes et de dépendances. Chaque strate renforce ainsi les autres. La Banque des règlements internationaux fixe le cadre général, le Fonds monétaire international l'impose en période de crise. Et la Banque mondiale le verrouille sur plusieurs décennies. La crise financière de 2008 a révélé à quel point ce système était devenu puissant. Lorsque les plus grandes banques mondiales étaient au bord de l'effondrement, les banquiers centraux ont pris les choses en main. Ils ont orchestré leur réponse en se coordonnant via la Banque des règlements internationaux. Des milliers de milliards de dollars ont alors été créés à partir de rien. Ce processus est connu sous le nom d'assouplissement quantitatif. À elle seule, la Réserve fédérale a créé plus de 4000 milliards de dollars entre 2008 et 2014. La Banque d'Angleterre, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon ont fait de même. Les taux d'intérêt ont été abaissés jusqu'à 0, voire en dessous dans certains pays. Les banques ont été sauvées. Les banquiers qui avaient provoqué la crise ont conservé leur poste et leurs bonus, mais le coût a été supporté par les citoyens ordinaires. Cela s'est traduit par l'inflation, la stagnation des salaires et un marché immobilier devenu inaccessible pour toute une génération. Le prix des actifs s'est envolé, qu'il s'agisse des actions, de l'immobilier ou du marché de l'art. Les riches sont devenus plus riches, tous les autres ont été distancés. Les banquiers centraux qui ont pris ces décisions n'avaient de compte à rendre à personne. Ils se sont réunis à Bâle, ils ont coordonné leur stratégie et le monde entier a suivi. Le Fonds monétaire international a quant à lui imposé une austérité brutale à des pays comme la Grèce. Les retraites publiques ont été lourdement amputées, les hôpitaux se sont retrouvés en pénurie de médicaments, le chômage chez les jeunes a atteint les 50%. Les propres rapports internes du fonds ont admis plus tard que certaines de ces mesures étaient inutilement dures. Mais le mal était déjà fait, la Grèce avait été restructurée, ses aéroports, ses ports et ses services publics ont été vendus à des investisseurs étrangers à des prix dérisoires. Regardez maintenant où nous en sommes aujourd'hui. Le système financier mondial est plus centralisé qu'il ne l'a jamais été dans l'histoire moderne. La Banque des règlements internationaux a élargi son influence et le nombre de ses membres. Désormais, elle organise des réunions régulières. Celles-ci ne s'adressent non pas seulement aux banquiers centraux, mais aussi aux régulateurs financiers du monde entier. Ces comités rédigent les règles de tout ce qui nous entoure, qu'il s'agisse de la réglementation des crypto-monnaies ou des risques financiers liés au climat. Rien de tout cela n'est secret. La Banque des règlements internationaux publie ses rapports et ses travaux. Cependant, presque personne ne les lit et c'est précisément là que réside le secret. Les institutions les plus puissantes du monde n'ont pas besoin de se cacher. Il leur suffit d'être suffisamment ennuyeuses pour que personne ne leur prête attention. Le Fonds monétaire international dispose d'un trésor de guerre de près de 1000 milliards de dollars en capacité de prêt. Lorsque le Sri Lanka s'est effondré en 2022, le fonds était présent. Lorsque le Pakistan a eu besoin de financement d'urgence, le fonds était présent. Lorsque l'Argentine a restructuré sa dette pour la 9e fois, le fonds était encore là. À chaque reprise, les mêmes conditions s'appliquent. Ouvrez vos marchés, sabrez vos dépenses, restructurez votre économie selon notre modèle. Ce schéma qui a débuté dans les années 80 n'a pas changé. Il
s'est simplement amplifiée. La Banque mondiale, de son côté, continue de financer des projets dans les pays en développement. Elle se concentre aujourd'hui sur le climat et la transition énergétique. Le modèle reste le même. Les pays riches dictent les termes, les pays pauvres acceptent les emprunts. Les cabinets d'ingénierie et les consultants proviennent toujours du même petit groupe de nations. La dette s'alourdit, la dépendance se renforce. Il existe une force capable de défier cette architecture et ceux qui dirigent ces institutions le savent parfaitement. Les nations qui composent le groupe, connu par ses initiales, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, bâtissent actuellement des systèmes alternatifs. Elles ont créé leur propre banque de développement dont le siège social se situe à Shanghai. La Chine a lancé son propre programme de prêt aux infrastructures, l'initiative La Ceinture et la Route, qui rivalise désormais avec la Banque mondiale par son envergure. Ce projet colossal comprend des prêts et des investissements dans plus de 140 pays. Plusieurs nations expérimentent aujourd'hui des échanges commerciaux dans leur propre monnaie plutôt qu'en dollars. L'Arabie Saoudite a ainsi envisagé de vendre son pétrole en yuan chinois. La Russie et l'Inde ont déjà réglé des transactions énergétiques en roupies. Même la France a finalisé des transactions de gaz naturel en monnaie chinoise. Si ces efforts aboutissent, le système à 3 niveaux qui régit la finance mondiale depuis près d'un siècle pourrait faire face à son premier défi majeur. La domination du dollar, le socle sur lequel repose toute cette structure, pourrait alors commencer à s'effriter. Toutefois, ne pensez pas que l'issue soit certaine. La Banque des règlements internationaux a survécu à une guerre mondiale, à l'effondrement de l'étalon or et à la fin de la guerre froide. Elle a également surmonté la crise financière de 2008. Le Fonds monétaire international a bravé des décennies de contestations et de critiques pour en ressortir plus puissant à chaque fois. Ces institutions ont été conçues pour être résilientes, capables de s'adapter à chaque menace et d'absorber n'importe quel défi. La question n'est pas de savoir si elles sont puissantes. La véritable question est de savoir si l'on peut bâtir quelque chose d'assez fort pour les remplacer, ou bien est-ce que chaque alternative finira par être absorbée par le système même qu'elle était censée défier.